À la fête d'anniversaire de ma mère, elle a levé son verre et a dit « Certains enfants vous rendent fiers, et d'autres, vous souhaiteriez ne jamais avoir à les voir tous les jours. » Tout le monde a ri. J'ai souri et j'ai répondu « Bonne nouvelle, ton vœu vient de se réaliser. J'ai déménagé à Monaco. Ne vous inquiétez pas, maman ne va jamais. Je m'appelle Amélie Lenoir. » L'arrière-cour à Lille bourdonnait de musique d'anniversaire, des guirlandes lumineuses étaient suspendues le long de la clôture, et l'odeur des grillades flottait partout. Maman, Judith, se tenait sur les marches de la terrasse, le verre levé haut, la voix coupant le bavardage comme si la nuit lui appartenait. « Certains enfants vous rendent fiers chaque jour, a-t-elle dit, les yeux rivés sur mon frère, Thomas. D'autres, vous souhaiteriez simplement ne pas avoir à les voir du tout. » Des rires ont parcouru l'assemblée. Thomas a souri. Papa est resté silencieux, comme toujours. J'ai levé mon propre verre et j'ai souri en retour. Bonne nouvelle, maman. Ton vœu vient de se réaliser. Je suis déjà parti, je vis à Toulouse maintenant. La musique a continué à jouer, mais l'atmosphère a changé. Le sourire de maman s'est figé. Thomas a toussé dans sa bière. J'ai posé mon verre, je suis entré à l'intérieur et je ne me suis pas retourné. C'était la dernière fête de famille à laquelle j'ai assisté. Si votre parent a déjà dit quelque chose qui a blessé plus profondément qu'il ne le pensait ou peut-être exactement comme il le pensait, écrivez-le dans les commentaires. Appuyez sur s'abonner pour ne pas manquer la suite. J'ai grandi dans une maison en briques rouges à la périphérie de Lille, le genre avec une allée fissurée par trop d'hiver du Nord et un garage qui sentait l'huile et les vieux gants de football. Maman gérait l'endroit comme un tableau de score. Chaque point allait à Thomas. C'était le gardien de but vedette de l'équipe locale, celui qui obtenait les nouvelles chaussures à crampons avant même le début de la saison, celui dont les matchs remplissaient le calendrier sur le réfrigérateur. Mon 8e anniversaire est tombé un mardi. Je suis rentré de l'école en m'attendant à quelque chose, peut-être un gâteau du supermarché, le genre bon marché avec des ballons en plastique dessus. Le comptoir de la cuisine était vide à l'exception d'une note, Thomas à entraînement. Commande une pizza si tu as faim. J'ai mangé des céréales debout, le lait goûtant sur le linoléum. Papa est rentré plus tard. Il a desserré sa cravate et m'a ébouriffé les cheveux sans dire un mot. C'était sa version de « désolé ». Les anniversaires de Thomas étaient différents. Tout le quartier venait. Maman a loué un château gonflable une année, a engagé un traiteur pour le barbecue l'année suivante. Elle se tenait au portail dans sa robe d'été, faisant signe aux gens d'entrer, racontant à tout le monde comment Thomas avait arrêté tous les tirs lors du dernier match. Je m'asseyais sur les marches du porche en comptant les voitures, me demandant si quelqu'un remarquait ma présence. Maman ne s'en cachait jamais. Thomas ira loin, disait-elle en pliant ses maillots, le tissu adouci par trop de lavage. Tu dois le soutenir. Soutenir, signifiait renoncer à mes samedis matins pour m'asseoir dans les gradins. Cela signifiait donner mon argent de poche lorsque sa cagnotte de club était insuffisante. Je le faisais sans me plaindre. Se plaindre ne vous menait nulle part dans cette maison. Papa, Henri, travaillait au centre-ville et des chiffres et des tableurs toute la journée. Il rentrait fatigué, enlevait ses chaussures près de la porte et disparaissait dans le salon avec la télévision. Si maman élevait la voix parce que Thomas avait besoin de nouvel équipement, il hochait la tête et signait le chèque. Si je demandais 20 € pour un voyage scolaire, il levait les yeux assez longtemps pour dire « demande à ta mère ». C'était la fin de la discussion. La seule personne qui me voyait était tante Hélène, la sœur cadette de papa. Elle vivait à l'autre bout de la ville dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, le genre où l'odeur des brioches à la cannelle s'infiltrait à travers les lattes du plancher. Elle a commencé à venir certains dimanches au hasard, se garant dans l'allée avec sa vieille Renault délabrée, le coffre plein de courses qu'elle n'avait pas besoin d'acheter. Maman fronçait les sourcils mais la laissait entrer. Hélène attendait que maman soit sous la douche ou partie faire des courses. Ensuite, elle glissait une enveloppe dans mon sac à dos, 50 €, parfois sans plier serré avec un élastique. Pour des livres, chuchotait-elle en tapotant le côté de son nez comme si c'était notre code secret. Ou tout ce dont tu as besoin. J'ai utilisé la première enveloppe pour acheter une carte de membre à la médiathèque, le genre qui me permettait d'emprunter des livres de programmation sans frais de retard. Un après-midi, Thomas avait un tournoi à Paris. La maison s'est vidée, maman emballant les glacières, papa chargeant les sacs de sport dans le coffre. Je suis resté derrière,
prétextant un mal de ventre. Dès que le monospace s'est éloigné, Hélène a frappé à la porte arrière. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste tendu un ticket de bus et a dit, il y a un club de codage au centre technologique du centre-ville. Il se réunit les jeudis. Tu devrais y aller. J'y suis allé. La pièce sentait le café brûlé et les marqueurs effaçables à sec. Des enfants de mon âge étaient penchés sur des ordinateurs portables, les doigts volants sur les touches. L'instructeur, un homme avec une queue de cheval et une chemise du CNES délavée, m'a montré comment écrire ma première ligne de code. Elle a affiché Bonjour, Amélie sur l'écran, et quelque chose a cliqué comme si une porte que je ne savais pas être verrouillée s'ouvrait enfin. Maman l'a découvert des mois plus tard. J'avais laissé une impression sur la table de la cuisine, un devoir stupide sur les boucles et les variables. Elle l'a tenue entre deux doigts comme si elle risquait de la mordre. C'est à ça que tu perds ton temps, a-t-elle demandé. Thomas avait besoin de nouveaux gants de gardien. Les anciens étaient déchirés. Elle a froissé le papier et l'a jeté à la poubelle. Je l'ai repêché après qu'elle soit allée se coucher, j'ai lissé les plis et je l'ai scotché à l'intérieur de mon cahier de mathématiques. Papa a tout vu. Il versait du café, la vapeur s'élevant entre nous. Nos yeux se sont croisés pendant une demi-seconde. Il a détourné le regard en premier, a pris sa tasse et a fermé la porte du salon. C'était Henri, choisissant toujours le chemin avec le moins de bruit. Tante Hélène a continué à envoyer les enveloppes. Elle ne demandait jamais de remerciements. Une fois, elle m'a conduite au magasin d'électronique d'occasion à la périphérie de la ville, celui avec des bacs de circuits imprimés poussiéreux et de fils emmêlés. J'ai dépensé 40 € pour un ordinateur portable cassé que quelqu'un avait jeté. Elle a attendu dans la voiture, le moteur tournant au ralenti. Quand je suis sorti en serrant la chose comme un trésor, elle a juste souri et a dit, construis quelque chose. Je l'ai fait. Dans le débarras du sous-sol, en réalité juste un placard avec une ampoule nue et une table pliante, je l'ai démonté vis par vis. L'écran était fissuré, la batterie morte, mais la carte mère s'est allumée quand je l'ai démarré avec un pontage sur une vieille alimentation. C'était la première machine que j'ai jamais réparée. Je l'ai nommée « Rien ». Les noms ressemblaient à des promesses que je ne pouvais pas tenir. Thomas a intégré le centre de formation l'année de sa première. Le journal local a publié une photo de lui devant l'ébu, les gants levés, maman rayonnante en arrière-plan. Ils l'ont encadré et l'ont accroché dans le couloir juste au-dessus de l'endroit où se trouvait mon projet d'art de maternelle. Je passais devant chaque jour en allant à l'arrêt de bus, le sac à dos lourd de livres de la médiathèque et de la dernière enveloppe d'Hélène. Maman a organisé une fête quand Thomas a signé avec un recruteur. Des serpentins, des ballons, un gâteau rectangulaire qui disait Futur Pro en glaçage bleu. J'ai mangé un coin du gâteau seul dans la cuisine pendant que le salon rugissait de rire. Tante Hélène m'y a trouvé, s'est appuyée contre le comptoir et a glissé une autre enveloppe dans ma poche. Continue, a-t-elle dit. Sa voix était stable, comme si elle connaissait déjà la fin. Le débarras sous l'escalier du sous-sol est devenu ma cachette, un espace étroit empilé de cartons de fête et des vieux clubs de golf de papa. J'ai traîné une table de jeu depuis le garage, installé une lampe à colle de cygne que j'avais trouvée dans un vide-grenier pour 2 €, et j'ai revendiqué le coin comme étant le mien. L'ampoule bourdonnait faiblement, projetant de longues ombres sur des murs en béton qui sentaient le carton humide et les étais oubliés. J'ai commencé avec des livres de la médiathèque et des épais sur le C++ et Python, les pages cornées par trop de mains. L'annexe du centre-ville avait une section à l'arrière où la ventilation bourdonnait assez fort pour noyer le monde. J'en empruntais 3 à la fois, je les fourrais dans mon sac à dos et je rentrais à vélo avant que maman ne remarque mon absence. Lire du code ressemblait à déchiffrer un langage secret, chaque ligne étant un puzzle qui ne prenait sens que si vous le fixiez assez longtemps. Le premier ordinateur portable provenait de l'argent des enveloppes de tante Hélène. Je l'ai acheté à un gars sur le Bon Coin qui m'a rencontré sur un parking derrière une station-service. L'écran clignotait et le clavier manquait la lettre J, mais il démarrait sur une invite de commande. Je l'ai descendu dans les escaliers comme de la contrebande, je l'ai posé sur la table et j'ai passé des nuits à ouvrir le boîtier avec un couteau à beurre. La poussière recouvrait mes doigts pendant que je nettoyais le ventilateur, remplaçant une batterie gonflée par une autre récupérée sur une télécommande morte. Quand il a finalement pris vie en bourdonnant sans planter, je me suis reculé et j'ai fixé le curseur lumineux, le cœur battant plus fort que n'importe quel match de football à l'étage. Maman a découvert l'installation un samedi matin.
Elle était descendue chercher des décorations de Noël, a allumé la lumière et s'est figée dans l'encadrement de la porte. « C'est quoi tout ce fatras ?» a-t-elle lancé, donnant un coup de pied dans un cordon d'alimentation lâche à travers le sol. Des rallonges serpentaient partout, connectées à un parasurtenseur que j'avais branché sur la prise du sèche-linge. Elle a ramassé un circuit imprimé que j'avais récupéré d'une vieille imprimante. « C'est la salle de jeu », a-t-elle dit. Thomas a besoin du sous-sol pour son banc de musculation. Je n'ai pas discuté. J'ai tout débranché, enroulé les câbles et attendu qu'elle remonte lourdement à l'étage. Ensuite, j'ai déplacé la table plus profondément dans le coin, derrière une pile de pots de peinture où la lumière atteignait à peine. Le lendemain, j'ai couru au magasin de bricolage pendant la pause déjeuner, j'ai utilisé l'argent de ma cantine et j'ai acheté un câble Ethernet plus long. J'ai percé un trou minuscule à travers la solive du plancher et j'ai fait passer le câble jusqu'au routeur du salon quand personne n'était à la maison. L'ADSL était lent, c'était ma bouée de sauvetage. Les ordinateurs du lycée étaient verrouillés, mais la médiathèque avait des terminaux publics avec Internet. Je me connectais après les heures d'ouverture, téléchargeais des tutoriels sur la configuration de serveurs et les gravais sur des CD en utilisant le vieux graveur du laboratoire. De retour dans le débarras, j'ai installé Linux sur l'ordinateur portable Ubuntu, parce que le forum disait que c'était gratuit et indulgent. Les erreurs clignotaient en rouge, mais j'ai appris à les lire comme des étiquettes d'avertissement. Redémarrer, ajuster, répéter. Pendant des vacances d'hiver, Thomas était absent pour un stage de football à Marseille. La maison est restée calme pendant une semaine. J'ai utilisé ce temps pour récupérer plus de pièces. Un voisin a jeté une vieille tour d'ordinateur de bureau lors du ramassage des objets encombrants. Je l'ai traîné à la maison sous le couvert de l'obscurité, les roues grinçant sur le trottoir. À l'intérieur se trouvaient 2 disques durs, une carte mère poussiéreuse et une alimentation qui a fait des étincelles quand je l'ai testé. J'ai démonté ce qui fonctionnait, soudé des fils de liaison avec un fer emprunté au cours de techno, et construit une deuxième machine. Elle chauffait, les ventilateurs gémissant comme des cigales, mais elle restait en ligne. J'ai connecté les 2 ordinateurs avec un câble croisé, configurant un réseau local. Les livres de la médiathèque appelaient ça une « grappe cluster ». Rien de sophistiqué, juste assez pour exécuter des simulations que j'avais codées pour le plaisir. Un programme prédisait les risques de pluie en fonction des données barométriques que je tirais d'un capteur bon marché accroché à la fenêtre. Un autre triait les statistiques d'arrêt de Thomas à partir de coupures de journaux que je scannais au café. Inutile pour qui que ce soit d'autre, mais cela prouvait que l'installation fonctionnait. Maman m'a surprise à nouveau lors du ménage de printemps. Elle a ouvert la porte brusquement, les bras pleins de sacs poubelles. « Tu transformes ma maison en décharge ?» a-t-elle dit, regardant les ventilateurs de la tour et les fils emmêlés. Elle a attrapé une boîte de disquettes et l'a secouée. « C'est pour ça que tu ne feras jamais rien de ta vie. Thomas est dehors en train de s'entraîner avec des pros, et toi tu joues avec des ordures. » J'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai tout reconstruit exactement comme c'était. L'expression « salle de jeu » a résonné, mais je l'ai refoulée. Cette nuit-là, j'ai commandé un 3e disque dur en ligne, utilisé la dernière enveloppe d'Hélène et configuré le RAID pour la redondance. Les machines se parlaient, partageant maintenant la charge, sauvegardant les données. J'ai nommé le réseau « Rien ». Les étiquettes invitaient aux questions. En classe de seconde, le débarras avait une routine. Je me glissais en bas après le dîner, le casque sur les oreilles pour bloquer la télévision à l'étage, et je codais jusqu'à ce que l'ampoule vacille. Les forums sont devenus mes camarades de classe des utilisateurs avec des pseudonymes comme « Colonel Panique » et « Byteme » qui répondaient aux questions à 2 heures du matin. J'ai contribué à des correctifs, gagné des points de réputation et appris à déboguer des plantages qui figeaient tout le système. Le premier vrai serveur a pris forme à partir de 4 tours mises au rebut. Je les ai alignés sur une étagère en métal que j'avais boulonnée au mur, connectée avec des commutateurs achetés dans un marché aux puces. Le refroidissement provenait de ventilateurs carrés attachés au cadre avec des colliers de serrage. Ils bourdonnaient constamment, un grognement sourd qui vibrait à travers le sol. J'ai hébergé un site web simple, rien de public, juste une page qui affichait les statistiques de disponibilité. Voir, 99,9%, après un mois faisait plus de bien que n'importe quel bulletin scolaire. Maman n'est plus jamais descendue. Elle marmonnait à propos de la facture d'électricité, mais papa la payait sans faire de commentaires.
Les machines ont continué à grandir, une récupération à la fois, jusqu'à ce que le coin ressemble à un mini-centre de données. Je connaissais chaque courbe de ventilateur, chaque vis desserrée. Ce n'était pas joli, mais c'était à moi. Une enveloppe de l'INSA Toulouse est arrivée un après-midi d'automne, un papier crème épais avec le sceau de l'école gaufré en or. Je l'ai trouvé sur le comptoir de la cuisine, à moitié enterré sous les lettres de recrutement de Thomas et les publicités de maman. Mon nom était tapé en gras sur le devant. J'ai glissé un couteau à beurre sous le rabat, le cœur battant la chamade alors que je sortais le dossier d'acceptation. Bourse complète, frais de scolarité, chambre, pension, même une allocation pour les livres. Programme d'informatique, classé parmi les meilleurs de France. J'ai attendu le dîner pour aborder le sujet. La table était mise avec du hachis parmentier et de la purée mousseline, la vapeur embuant les fenêtres. Papa coupait sa portion méthodiquement. Thomas faisait défiler son téléphone, les pouces volants. Maman a passé le plat. Je me suis éclairci la gorge. J'ai été admise à l'INSA Toulouse. Bourse complète. Le silence est tombé comme un rideau. Thomas a levé les yeux en premier, les sourcils haussés. Papa a continué à mâcher. Maman a posé le plat assez fort pour éclabousser de la sauce sur la nappe. Toulouse, a-t-elle répété, la voix tranchante. C'est complètement à l'autre bout du pays. Non. C'est à 1000 kilomètres, maman. Pas sur la Lune. J'ai poussé la lettre à travers la table. Le programme commence en janvier. Elle n'a pas touché le papier. Tu n'y vas pas. Thomas a des matchs de détection qui arrivent. Des entraîneurs de Ligue 2 qui viennent. Il a besoin de toi ici pour faire les courses, garder l'emploi du temps en ordre. Elle s'est tournée vers papa. Henri, dis-lui. Papa s'est essuyé la bouche avec une serviette. C'est un long chemin, a-t-il dit, les yeux sur son assiette. C'était tout. J'ai senti la chaleur monter dans mes joues. C'est mon avenir, pas son personnel de soutien. Maman s'est penchée en avant. Ton avenir, c'est d'aider la famille. Si Thomas est repêché, nous en profitons tous. Tu restes, tu prends des cours à la fac locale si tu es si intelligente. Fin de la discussion. Je me suis levé, la chaise raclant bruyamment contre le carrelage. Ce n'est pas ta décision. J'ai attrapé la lettre et je me suis dirigé vers l'escalier. Maman a crié après moi à propos de l'ingratitude, mais je ne me suis pas arrêté. Dans ma chambre, j'ai étalé les documents sur le lit, date d'orientation, formulaire de logement, une carte du campus avec le bâtiment de génie logiciel entouré en rouge. J'ai tout rempli en ligne ce soir-là en utilisant l'ordinateur familial pendant que Thomas prenait sa douche. Le portail d'acceptation a clignoté en vert, confirmé. Les semaines suivantes sont devenues tendues. Maman a ignoré les cartons emballés que j'ai commencé à empiler dans le couloir. Elle a programmé les rendez-vous de kinésithérapie de Thomas pendant mes heures de travail au supermarché, m'obligeant à échanger avec des collègues. Papa m'a conduite à la préfecture pour le renouvellement de ma carte d'identité sans commentaire, mais a refusé de se porter garant pour le logement étudiant. Demande à ta mère, a-t-il répété. Tante Hélène est arrivée à l'improviste un soir, me tirant à l'écart dans le garage. J'ai entendu, a-t-elle chuchoté, pressant une carte bancaire dans ma main. 450 € chargés pour le vol, ou quoi que ce soit d'autre. Ses yeux étaient stables. Tu vas le faire. J'ai réservé le billet en ligne, Lille à Toulouse, aller simple, vol de nuit. J'ai imprimé la carte d'embarquement à la médiathèque, les plier petits et les glisser à l'intérieur de mon manuel de maths. La nuit avant mon départ, maman m'a coincé dans la buanderie. Si tu franchis cette porte, tu es livré à toi-même. Pas de retour pour les vacances. Pas d'argent pour les urgences. Elle a plié les maillots de Thomas avec des coups secs. Réfléchis bien. J'ai soutenu son regard. C'est fait. Le jour du départ s'est levé gris et froid. J'ai traîné mon sac de sport et un sac à dos sur le trottoir à 4 heures du matin, mon souffle formant de la buée dans la lumière du Porsche. Personne ne bougeait à l'intérieur. J'avais appelé un VTC de 20 € de la carte d'Hélène. Le chauffeur a chargé mes sacs pendant que je fixais les fenêtres sombres. Des phares ont balayé l'allée. La vieille Renault d'Hélène est arrivée, le moteur grondant. Elle est sortie dans son manteau,
les cheveux en chignon désordonnés. Je ne pouvais pas te laisser partir seule, a-t-elle dit en me serrant fort. Nous avons conduit jusqu'à l'aéroport de l'Esquin en silence, la radio jouant doucement des classiques. Elle s'est garée au dépose minute. A ouvert le coffre. Envoie un SMS quand tu atterris. L'enregistrement s'est bien passé. Les étudiants boursiers avaient la priorité. J'ai fait signe à travers la sécurité, Hélène restant de l'autre côté de la vitre jusqu'à ce que je disparaisse dans le hall. L'avion a roulé sur la piste alors que le soleil se levait rose au-dessus des pistes. J'ai pressé mon front contre le hublot, regardant l'île rétrécir en dessous. Maman a envoyé un SMS une fois pendant le vol, Thomas a un dîner avec un recruteur ce soir. N'oublie pas d'appeler. Je l'ai supprimé. Le signal de ceinture de sécurité s'est éteint. J'ai sorti la carte du campus, tracé l'itinéraire de la navette de l'aéroport à mon logement. 1000 km. Un nouveau code postal. Ma propre clé. Le dernier message de tante Hélène a vibré alors que nous atterrissions, fière de toi, gamine. Construis quelque chose de grand. Je l'ai sauvegardé, j'ai éteint le téléphone et je suis entré dans le terminal. Toulouse sentait le kérosène et la possibilité. Le trajet en navette jusqu'au campus a pris 40 minutes. Je me suis enregistré à la résidence universitaire, badge en plastique en main. Chambre 312, vide à l'exception de 2 lits et d'un bureau près de la fenêtre. J'ai déballé l'ordinateur portable en premier, celui que j'avais reconstruit une douzaine de fois, je l'ai branché et j'ai regardé l'écran de démarrage familier s'illuminer. Plus besoin de se cacher dans des débarras. C'était à moi. L'intégration a commencé le lendemain matin. J'ai traversé le campus avec de nouvelles baskets, le sweat à capuche de l'école zippé contre la fraîcheur matinale. Personne ne connaissait mon nom de famille ici. Personne ne s'attendait à ce que je porte des bouteilles d'eau pour des entraînements. Juste des cours de code et une ardoise vierge. Toulouse est arrivée sans neige cet hiver-là, juste un ciel parfois gris et une douceur humide qui s'infiltrait à travers mon sweat pendant les cours du matin. L'allocation de la bourse couvrait les frais de scolarité mais laissait peu pour la nourriture après le loyer. J'ai pris des heures dans un petit restaurant hors campus. Des cuillères graisseuses, des recharges de café, des pourboires en pièces jaunes. Le gérant me programmait pour des doubles services le week-end, les assiettes s'entrechoquant de l'ouverture à la fermeture. Les nuits appartenaient à l'entrepôt dans la zone industrielle. Je remplissais des étagères pour un distributeur de matériel médical, scannant des codes-barres sous des lumières fluorescentes qui bourdonnaient comme des abeilles en colère. La paie était meilleure de l'argent liquide pour les heures sup. Je pointais à 22 heures, chargeais des cartons de seringues et de bandages jusqu'à ce que les bips des chariots élévateurs s'estompent vers l'aube. Le sommeil venait par bribes entre les cours, la tête piquant du nez sur les manuels dans les box de la bibliothèque universitaire. Un quart de travail du jeudi s'est prolongé tard. Une commande urgente de respirateurs, les hôpitaux se bousculant avant la saison de la grippe. Le chef d'équipe a aboyé pour un empilement plus rapide. J'ai utilisé le transpalette électrique, manœuvrant les palettes dans des allées étroites empilées haut de caisse. Mes yeux brûlaient par manque de repos, mais l'horloge indiquait le tarif de nuit majoré. J'ai reculé trop vite autour d'un coin, accrochant une sangle lâche. Le transpalette a basculé. Une tour de carton a glissé vers moi. J'ai sauté pour l'éviter, mais mon pied a glissé sur un sol mal nettoyé. La palette s'est écrasée, le bord en métal percutant ma cheville. La douleur a jailli dans ma jambe comme du feu. J'ai heurté le béton, le souffle coupé, les alarmes hurlant à cause du capteur d'impact. Des ouvriers ont crié. Quelqu'un a coupé le courant. Lucas est apparu le premier, un grand gars de mon cours d'algorithme qui travaillait au noir pendant le même service. Il avait tout vu depuis le quai de chargement. Ne bouge pas, a-t-il ordonné, s'agenouillant à côté de moi. Il a arraché sa ceinture, l'a enroulée serrée au-dessus de l'enflure. Surélève-la. Il a calé ma jambe sur un carton aplati, a composé le 112 sur son téléphone. Le directeur de l'entrepôt rôdait, marmonnant à propos des rapports d'incidents. Les pompiers sont arrivés en quelques minutes, les secours à Toulouse étaient rapides. Ils ont posé une attelle sur la cheville, m'ont chargé sur une civière. Lucas est monté dans l'ambulance, tenant mon sac à dos. « Tu ne paies pas pour ça », a-t-il dit quand j'ai protesté. « C'est un accident du travail, la Sécu couvre ça. » Aux urgences,
les radios ont montré une fracture nette. Pas de chirurgie, juste une botte et des béquilles. Le médecin a prescrit un repos que je ne pouvais pas me permettre. Lucas m'a ramené à la résidence dans sa vieille Clio, les feux de détresse clignotant. « Tu as besoin d'aide avec les cours », a-t-il déclaré. Pas de discussion. Il a commencé à venir après le travail, l'ordinateur portable en équilibre sur ses genoux, partageant des extraits de code des amphis. Nous avons débogué des projets ensemble, échangeant des boissons énergisantes contre de la concentration. L'entrepôt ne m'a pas rappelé politique interne après blessure. Le restaurant a réduit les heures aussi, prétextant la saison creuse. Le loyer menaçait. J'ai clopiné jusqu'au service social du CROSS, supplié pour des fonds d'urgence. Ils ont offert une aide ponctuelle. Tante Hélène a viré 270 € de ses économies, sans poser de questions. Cela a payé l'épicerie et le tram. Lucas a proposé l'idée autour d'une pizza tardive dans le foyer de la résidence. Nous nous noyons tous les deux dans les données de matériel médical de cet entrepôt, a-t-il dit, essuyant la sauce de son menton. Les hôpitaux perdent la trace des stocks pendant les pics. Et si on construisait un logiciel pour prédire les pénuries? Il a esquissé des organigrammes sur des serviettes, des modèles d'apprentissage automatique entraînés sur des journaux d'expédition. J'ai fixé les diagrammes. Ma cheville palpitait dans la botte, mais les chiffres ont cliqué. Nous avions accès aux données publiques de santé, plus des dossiers anonymisés que j'avais copiés avant de partir. Damien, un étudiant en dernière année de bioinformatique, nous a rejoints après nous avoir entendus dans le laboratoire informatique. Il a apporté une expertise en réseau de neurones, une intensité calme qui équilibrait l'énergie de Lucas. Nous avons codé dans le sous-sol du bâtiment génie logiciel sous des néons, utilisant des machines que nous avions récupérées. Le prototype fonctionnait sur mon vieil ordinateur portable, maintenant avec l'ordinateur de bureau de Lucas et la machine de jeu de Damien. Il récupérait les historiques de commandes, signalait les stocks faibles sur des articles critiques comme les masques. La précision a atteint 85% sur les données de test. Les démonstrations aux investisseurs ont commencé petits, des présentations à des professeurs, puis à des startups locales de la French Tech. Nous nous sommes constitués en société sous le nom de Bioprodictia, avons déposé un brevet sur l'algorithme. Un investissement d'amorçage est venu d'un business angel qui avait perdu un proche à cause de retard d'approvisionnement. Le virement a été reçu, 6 chiffres. Nous avons loué un bureau exigu au-dessus d'un magasin de cigarettes électroniques, des tableaux blancs couvrant chaque mur. Lucas gérait les opérations. Damien affinait les modèles, je dirigeais le développement. Les béquilles ont laissé place à une botte de marche, puis à des baskets. La fracture a guéri de travers mais solide. Nous avons lancé la version bêta avec 3 partenaires hospitaliers, des tableaux de bord alertant les équipes d'achat en temps réel. Les revenus arrivaient au compte-gouttes grâce aux abonnements. Maman a appelé une fois, depuis Lille. Thomas avait signé un contrat en Ligue 2. Elle a annoncé, d'une voix minuscule, « Tu devrais le féliciter ». J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Tante Hélène a envoyé un SMS de félicitations pour le lancement, a ajouté un emoji café. La plateforme a grandi rapidement. Nous avons embauché 2 stagiaires, mis à niveau les serveurs vers le cloud. Bioprodictia est devenu l'épine dorsale des réseaux de santé régionaux, prédisant les pics avant qu'ils ne fassent la une des journaux. Mon nom est apparu sur la table de capitalisation, des parts qui augmentaient à chaque contrat. Lucas m'a tapé dans la main après le premier gros renouvellement. De l'entrepôt à ça, a-t-il ri, désignant le chaos du bureau. Damien a juste hoché la tête, tapant déjà la prochaine mise à jour. L'accident s'est estompé en une cicatrice sous ma chaussette, un rappel que tomber indique parfois le chemin vers le haut. Un article des Échos a atterri dans ma boîte de réception un mardi matin, le titre hurlant « 30 de moins de 30 ans ». Vous êtes sur la liste. J'ai cliqué depuis mon bureau, le café refroidissant à côté du clavier. L'article dressait le profil de Bioprodictia comme l'outil permettant aux hôpitaux d'économiser des millions en inventaire gaspillé. Ma photo, prise lors d'une conférence Blazer sur Jean, se trouvait à côté de Lucas et Damien. Le journaliste nous a appelés, le trio transformant les données en vie sauvée. La reconnaissance a explosé. Les notifications LinkedIn sonnaient sans arrêt. Les investisseurs se glissaient dans les messages privés. Les invitations aux conférences s'empilaient. Nous sommes montés à Paris pour le gala de remise des prix, avons loué des tenues de soirée.
Sur scène, l'animateur allume notre bio pendant que les projecteurs balayaient la foule. J'ai serré le trophée en verre, remercié l'équipe et je suis resté brève. Les flashs ont crépité. Quelqu'un a crié à propos de rumeurs d'acquisition. De retour à Toulouse, la plateforme gérait de vraies crises. Lorsqu'une tempête a coupé les réseaux électriques dans le sud-ouest, notre système a redirigé les livraisons de médicaments depuis des entrepôts non touchés, évitant les pénuries dans les réanimations. Les directeurs d'hôpitaux envoyaient des emails de remerciements avec des histoires de patients. Les revenus ont atteint 7 chiffres grâce aux licences d'entreprise. Un géant pharmaceutique nous a approchés 6 mois plus tard. Leur directeur est arrivé en jet privé, a visité nos locaux et a fait des calculs sur un tableau blanc. L'offre est arrivée autour d'un dîner dans un restaurant gastronomique, un rachat à 8 chiffres, des actions, des primes. Lucas a négocié dur pour les parts des employés. Damien a calculé les modèles de valorisation jusqu'à 3 heures du matin. J'ai signé l'acte de vente à l'aube, le stylo stable. L'accord a été conclu dans un cabinet d'avocats du centre-ville, des dossiers plus épais que des dictionnaires sur la table. Les virements ont atteint nos comptes la même semaine. J'ai remboursé des prêts étudiants qui n'ont jamais existé, viré à tante Hélène AC pour une nouvelle voiture. Elle a répondu avec une photo du concessionnaire, légende, plus de fuite d'huile. J'ai cherché une maison le week-end, jusqu'à ce que le lac d'Annecy apparaisse, l'eau bleue scintillant sous les montagnes. L'agent immobilier a montré une villa moderne sur une rive tranquille, baie vitrée, ponton privé, cuisine assez grande pour un restaurant. J'ai marché dans le grand salon vide, les talons résonnant sur le parquet, et j'ai imaginé des rassemblements sans tableau de score. La vente a été finalisée en 30 jours. J'ai emménagé avec des cartons étiquetés au marqueur, l'ordinateur portable qui avait tout commencé sur le comptoir. La salle à manger a reçu une table sur mesure, chêne massif, 3 mètres de long, des sièges pour 10. Pas de chaise haute, pas de place assignée. J'ai poncé la surface moi-même un week-end, la teinture sentant fort à l'air libre. Lucas a aidé à porter les bancs, la sueur ruisselant alors que nous mettions les pieds à niveau. C'est la mise à niveau, a-t-il dit en tapant sur le bois. Damien est arrivé plus tard avec du champagne, a installé un système domotique qui contrôlait les lumières et la musique depuis une application. Nous avons baptisé la table avec des plats à emporter, les rires rebondissant sur le plafond cathédral. L'équipe d'acquisition nous a gardés comme consultants. Je prenais le TGV pour des réunions à Paris, présentais des prévisions, regardais la plateforme s'intégrer dans les réseaux nationaux. Les communiqués de presse annonçaient que Bioproduct alimentait 80% des hôpitaux du Sud. Mes parts ont été débloquées par tranches, assez pour financer des projets sans supplier les banques. Les voisins arrivaient au compte-gouttes pour des apéros au bord du lac. Raphaël, le père célibataire d'à côté, a amené sa fille et une glacière de jus de fruits. Nous avons fait des grillades sur le ponton, les enfants sautant dans l'eau fraîche. Le docteur Kahn, mon ancien professeur, est venu pour un week-end, s'est émerveillé de la vue depuis la terrasse. Vous avez construit plus que du code, a-t-il dit en trinquant. J'ai organisé des stages de code dans la salle cinéma du sous-sol, le projecteur diffusant des tutoriels sur le mur. Les ados du coin apprenaient Python autour d'une pizza, les yeux écarquillés devant la baie de serveurs bourdonnant dans le coin. Un gamin a corrigé un bug dans notre code open source. J'ai encadré sa modification au-dessus de la cheminée. La table a vu son premier Noël sans drame familial. Lucas a découpé la dinde, Damien a préparé des cocktails. La fille de Raphaël a mis le couvert. Nous avons mangé jusqu'à être rassasiés, la vaisselle empilée dans l'évier, le lac clapotant à l'extérieur. Personne n'a vérifié les scores de foot. Les avantages de l'acquisition comprenaient une voiture de fonction. J'ai choisi un SUV hybride. Les matins commençaient avec du café sur le ponton, l'ordinateur ouvert sur les marchés. L'argent du rachat reposait dans des assurances-vie, croissant tranquillement. J'ai fait don de montants correspondant à des bourses scientifiques à l'INSA, anonymes au début. Les Échos ont fait un suivi avec un article, que sont-ils devenus? Le photographe m'a prise à la table, la lumière du soleil traversant le verre. L'article me citait, le succès n'est pas un trophée. C'est de l'espace pour les gens qui vous choisissent. Les actions ont monté en flèche. Ma valeur nette a franchi des paliers que je n'avais jamais imaginés. La villa est devenue le quartier général des traditions choisies. Les brunchs du dimanche. Les soirées jeux où Damien gagnait toujours aux cartes.
Raphaël nous a appris à pêcher depuis le ponton. Le docteur Kahn amenait des invités, des débats faisant rage jusqu'à minuit. La table a tout supporté. J'ai marché sur la propriété au crépuscule un soir, l'eau calme comme un miroir, la table en chêne visible à travers les fenêtres, vide mais en attente. 1000 kilomètres de l'île. Zéro regret. 6 ans plus tard, une invitation pour le 60e anniversaire de maman est arrivée par la poste. Carton épais avec dorure. L'enveloppe indiquait ma vieille adresse de l'île Barrée, la nouvelle imprimée sur une étiquette. J'ai réservé un vol, emballé léger, et atterri vendredi soir. La voiture de location sentait le propre. J'ai conduit sur la route familière, passant devant les terrains où Thomas s'entraînait autrefois. La maison en briques rouges semblait plus petite, l'allée plus abîmée. Des ballons flottaient sur la boîte aux lettres. Je me suis garé plus bas dans la rue. Les invités circulaient sur la terrasse. Papa m'a repéré le premier près du barbecue. Amélie, a-t-il dit, la voix plate. Il m'a fait la bise rapidement. Maman est apparue, tablier sur sa robe. Tu es venu, a-t-elle déclaré. Pas de sourire. Thomas s'est avancé un peu de ventre sous sa chemise. Et Serette, j'ai entendu dire que tu es une star de la tech maintenant. Il m'a tapé l'épaule. La fête tourbillonnait. Je me tenais au bord en buvant de l'eau. Maman a levé son verre. À la famille, a-t-elle porté un toast, son regard se bloquant sur moi. Certains enfants, vous souhaiteriez ne pas avoir à les voir tous les jours, mais le sang vous garde coincé. Des rires ont éclaté. Thomas a ricané. Papa a fixé l'herbe. Les mots ont frappé comme un déjà-vu. J'ai posé mon verre, j'ai marché droit vers elle. Ton vœu s'est réalisé il y a des années. Je vis à Toulouse. De façon permanente. Le visage de maman a rougi. Ne fais pas de scène. Pas de scène, ai-je répondu. Juste des faits. Je suis parti. Thomas a crié quelque chose sur le respect. J'ai repris la voiture. Le trajet jusqu'à l'aéroport est devenu flou. J'ai pris le vol de nuit. Le téléphone a vibré au décollage. Maman. Appelle-moi. Nous devons parler. J'ai bloqué le numéro. De retour chez moi à l'aube, j'ai supprimé le contact. Plus de notifications du Nord. La villa attendait. 6 ans de silence confirmé. Papa a envoyé un email une fois, ta mère est bouleversée. Thomas a perdu son contrat. Je l'ai archivé sans le lire. Tante Hélène a envoyé un pouce levé par SMS. La fête s'est estompée. Le travail a repris. La fracture d'il y a longtemps faisait mal par temps humide. J'ai changé mon contact d'urgence pour Lucas. J'ai utilisé le Galstar pour les papiers. Le passé est resté à Lille. Un soir, Raphaël faisait griller du poisson. Il m'a fait signe. Ça va? J'ai hoché la tête. Simple. Choisi. Le numéro bloqué a essayé depuis une nouvelle ligne. Thomas, message vocal, excuse. Besoin d'argent pour l'avocat. J'ai supprimé. Définitif. Je suis allé à des conférences, j'ai parlé d'éthique de l'IA. Les journalistes demandaient d'où je venais. Je mentionnais la bourse, sautait le reste. Tante Hélène a visité une fois. Fier ne suffit pas, a-t-elle dit. L'invitation est passée au destructeur de documents. L'île est devenue un point sur la carte météo. La douceur du lac semblait familière maintenant. Je courais sur le ponton au lever du soleil. 1 an. Pas de nouvelles. Le silence est d'or. J'ai organisé un séminaire d'équipe à la villa. Damien dessinait des plans. Lucas commandait le traiteur. L'insulte de jadis ne résonnait plus que dans la mémoire, effacée comme du vieux code. Annecy. Le dernier Noël de cette année-là a ouvert grand les portes de la villa. J'avais envoyé des invitations. Les invités sont arrivés avec des plats et des cadeaux. Tante Hélène est arrivée la première, le coffre chargé de pâtisserie. Elle m'a serré dans ses bras. Damien a suivi avec des bières artisanales. Raphaël et sa fille ont apporté des tourtes maison. Le docteur Kahn est arrivé en dernier avec des chocolats.
Nous nous sommes rassemblés autour de la table en chaîne, 10 sièges remplis. Des bougies vacillaient, des assiettes empilées de dinde et de la fameuse tarte aux noix de pécan d'Hélène. Les rires s'élevaient. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Indicatif du Nord. J'ai répondu à l'écart. La voix de maman a grésillé. Thomas a tout perdu. Contrat disparu. Maison saisie. Il a besoin d'aide. J'ai regardé la table. Hélène, Damien, Raphaël. Dis-lui d'appeler un avocat, ai-je dit. C'est la famille, a insisté maman. Tu as de l'argent maintenant. Cette table n'a pas de place pour ceux qui m'ont mise dehors. J'ai raccroché, éteint le téléphone. Damien a haussé un sourcil. J'ai secoué la tête. Je me suis levé pour porter un toast. Encore une chose, ai-je expliqué. La Fondation Amélie Lenoir, bourse complète pour les étudiants modestes en sciences confrontés à la résistance familiale. Le docteur Kahn a proposé de présider. Hélène a essuyé une larme. Nous avons trinqué. La fille de Raphaël a demandé si elle pouvait postuler. Absolument, ai-je répondu. Plus tard, nous avons regardé le feu d'artifice sur le lac. Le docteur Kahn m'a dit, c'est un héritage. Le nettoyage était collectif. J'ai verrouillé la porte, seul dans le calme. La fondation a été lancée au printemps. Première bénéficiaire, une fille de la Creuse. Je lui ai remis le chèque. Maman a essayé une fois de plus. Une lettre pour payer la désintox de Thomas. Retour à l'envoyeur. Tante Hélène a déménagé tout près. Les dîners du dimanche sont devenus une routine. Le docteur Kahn a pris sa retraite mais aidait la fondation. La table a accueilli des succès et des anniversaires. Des années plus tard, la fondation en a aidé des dizaines. J'ai encadré leurs emails au-dessus de la cheminée. Une veille de Noël, je me suis assise seule à la table, face au lac gelé. La famille n'était pas le sang. C'étaient les gens qui restaient. J'avais construit cela.